Et donc vous allez continuer. Serge Gruzinski, désormais, il faut donc, si je vous crois, et je vous écoute tout à l'heure, il ne faut pas se contenter de traiter l'histoire nationale, mais l'histoire globale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un monde, mais il y en a 2, 3, 4. On n'est plus au XIXe siècle. Et l'histoire de France reste quelque chose de fondamental pour nous tous Français, sauf qu'aujourd'hui, la globalisation et les problèmes qui nous assaillent de tous les côtés, je veux dire, nous obligent à imaginer, parce que je suis tout à fait d'accord, l'histoire c'est une écriture, ça suppose de l'imagination, et ça suppose, comme l'écriture, la création. Mais comment? L'imagination de la part d'un historien, à partir des faits? Bien entendu. Vous ne réécrivez pas les faits, où se met l'imagination? Je ne veux pas vous couper la parole, mais c'est vrai que dans l'histoire, il y a non seulement de l'imagination, et il y a même parfois de la fiction. Ça dépend de quelle fiction. Ce n'est pas une fiction qui s'ignore, c'est une fiction qui s'assume. Quand un historien fait des hypothèses, qu'est-ce que c'est à part de la fiction? Donc il y a tout un jeu de la fiction dans l'histoire, et quant à l'imagination, elle est partout. Ça ne veut pas dire qu'on raconte n'importe quoi, ça veut dire qu'on essaye d'avoir une sensibilité particulière, et on essaye de raconter depuis le point de vue des individus que nous sommes. Jérôme? Ouais, moi je pense que on voit très bien Waterloo à travers Fabrice Del Dongo qui n'y était pas. Et ça, je suis absolument d'accord avec vous. Ouais. Alors, aujourd'hui, penser le monde, c'est sortir, comment dire, de l'eurocentrisme, du francocentrisme, et d'essayer de penser que, malgré tout ce qu'on a appris, l'Europe et la France ne sont pas les seuls acteurs de l'histoire du monde. C'est pas simplement ça, cet intérêt pour essayer de construire un autre passé, c'est une façon aussi d'affronter le présent. C'est-à-dire de comprendre un petit peu le monde dans lequel nous nous trouvons. Un problème que nous avons aujourd'hui, nous Européens, il n'y a pas de mémoire européenne, pas eu de construction de mémoire européenne. Quand on parle de l'affrontement de l'islam et de l'Occident ou de l'Europe, on ne sait pas du tout ce que c'est que l'Europe parce que ce travail a été tenté, n'a jamais été mené à bien. Donc il y a des espèces d'urgence du présent qui rendent tout à fait nécessaire, et pas simplement au niveau des livres ou des universitaires, mais au niveau des écoles, c'est-à-dire de donner des éléments qui permettent de construire un passé où toutes ces populations européennes puissent prendre place. Et au-delà de l'Europe, vers d'autres mondes, vous dites qu'il faut déconnecter, reconnecter. L'Europe a toujours été connectée, pour le meilleur et pour le pire, avec le reste du monde. Et donc il faut arriver à travers l'histoire à rentrer dans ces rapports qui sont extrêmement anciens. L'Europe et l'islam, c'est pas aujourd'hui. Je veux dire, la guerre sainte, c'est beaucoup plus ancien. Il faut arriver à faire ce que l'histoire a toujours essayé sur d'autres domaines, c'est-à-dire apprendre à nous tous à regarder le présent et le passé avec une distance critique. Ouais. Pas forcément avec la laïcité. Quand on vous dit la laïcité, vous dites oui, si on veut, mais d'abord le jugement critique sur... Le jugement critique, la laïcité, les valeurs de la République, c'est extrêmement estimable, mais ce sont des remèdes du 19e siècle pour une maladie du 21e siècle. C'est plus du tout suffisant. Aujourd'hui, il ne faut pas simplement expliquer ce que ça peut être que l'islam, il faut aussi expliquer ce que c'est que la Chine. Si on ne le sait pas... je l'ai déjà une première fois, on sera complètement perdu dans notre univers. Et notre identité nationale, qu'est-ce qu'elle devient là? Parce que, est-ce qu'elle n'est pas perdue alors qu'on est en train de la chercher? Cette identité, il faut la redéfinir, mais justement par rapport et la resituer dans des passés où la Chine existe, où les mondes de l'islam existent, où le nouveau monde existe. Et c'est une façon, non pas de refuser notre identité, mais de la redéfinir et de savoir ce qu'elle peut peser par rapport à ce qu'est le monde aujourd'hui. Et d'où il faut partir pour réussir une histoire globale? Il faut partir de l'endroit où on se trouve. J'ai donné dans le livre l'exemple de Roubaix, parce qu'il se fait qu'à Roubaix, pour nous tous, c'est un... Pour nous tous, oui, mais pour vous, c'est la ville natale. Pour moi, j'ai des liens de naissance, mais je parle de l'endroit où je suis né, qui est à la fois un monde fondamental pour l'histoire du socialisme, fondamental pour l'histoire de la révolution industrielle, et aussi pour l'islamisme. À partir des années 90, à partir de la guerre de Bosnie. Donc c'est à partir des gens tels qu'ils sont, là où ils se trouvent, qu'on peut essayer de reconnecter l'endroit où ils vivent, Roubaix, Tourcoing, Lille, avec d'autres mondes. Et ces autres mondes, c'est l'histoire nationale, mais c'est aussi, dans les années 90, pour Roubaix, c'était la Bosnie, c'était la Serbie, c'était la guerre de Yougoslavie. Aujourd'hui, ce sont les mosquées qui renvoient à l'Arabie Saoudite. Il faut expliquer tout ça pour donner à nos concitoyens... Sans se perdre soi-même. Un certain nombre... Non, parce qu'on parle de ce que l'on est aujourd'hui, mais de ce que l'on est vraiment. Et dans l'histoire, il existe au même moment un regard des Européens sur l'Amérique qui pense à l'islam, et à Istanbul, un regard musulman qui pense à l'Amérique. On dirait qu'on parle du monde contemporain.
Au XVIe siècle, qu'est-ce qui s'est passé? L'islam, qui était la puissance, qui était la plus dynamique sur toute la planète, a dû céder la place à ce monde ibérique qui découvrait le Nouveau Monde, qui partait en Asie. C'est-à-dire la mondialisation musulmane ou islamique, on peut l'appeler comme l'on veut, a dû laisser la place à une autre mondialisation, la nôtre. Et ça a commencé à mal se passer à cette époque-là. Il faut remettre ce qui se passe aujourd'hui dans cette longue durée. On sait très bien, Christophe Colomb, il l'a répété, a voulu conquérir l'Amérique pour réunir des richesses de façon à reprendre Jérusalem et à se débarrasser de l'islam. C'est-à-dire, il y a des vieilles histoires qui continuent à vivre aujourd'hui autour de nous. Il m'a passionné avec l'histoire, je ne sais pas si on la connaît, et la figure de l'amiral chinois musulman Zhang Yi, je ne sais pas qui dépendait de quel empereur, qui était à la tête de la puissante marine chinoise, qui était la plus puissante marine du monde, et qui avait presque atteint le continent américain avant Christophe Colomb. Ça, c'est ce que les médias ont raconté, c'est ce que les Chinois ont repris aussi, parce que tout le monde essaie aujourd'hui de faire une histoire globale, et les Chinois les premiers, qui est, au lieu d'être une histoire eurocentrée comme notre vieille histoire à nous, franco-centrée, qui est une histoire sino-centrée, et qui reprend ces épisodes du passé pour essayer de justifier les situations présentes. Oui, je vous entendais parler de Roubaix. Moi, j'ai écrit un roman à Roubaix, j'étais très frappé par ça, mais juste en vous écoutant, je me dis, quel serait le moyen aujourd'hui de vulgariser suffisamment cette histoire pour expliquer aux musulmans qui se sentent aujourd'hui si mal après ce qui s'est passé, le drame de Charlie Hebdo, que nous avons des liens, qu'ils ne sont pas là en étranger, que tout ça s'inscrit dans une histoire. Et c'est si loin ce que vous racontez, c'est si intellectuel que c'est compliqué lorsqu'on se retrouve effectivement à travailler à Roubaix au milieu de ces communautés. Est-ce que c'est autant intellectuel que dit Lionel? Dans le cas de Roubaix, j'ai été invité il y a 2 ans, lycée technologique Jean Rostand à Roubaix. Oui. Le professeur de classe de seconde avait repris justement ce livre dont vous parlez, L'Aigle et le Dragon. Il a fait travailler une classe à dominante fils de l'immigration pendant 1 an sur ce livre qui raconte la conquête du Mexique par Cortés et l'échec de la conquête de la Chine par les Portugais. Ça a permis à ces jeunes, qui sont en majorité musulmanes et d'origine maghrébine, non seulement de monter une pièce de théâtre, d'écrire des dialogues, mais aussi de discuter sur ce que c'est que la rencontre des cultures, ce que c'est que le métissage, que c'est que... Et est-ce que tous voulaient jouer le texte? Est-ce qu'il n'y avait pas des difficultés, certains étant liés à leur culture? Il y a eu des difficultés au début, c'était la classe la plus difficile, la plus incontrôlable du lycée. Au bout d'1 an, ils ont remporté le prix qui avait été proposé au théâtre Pierre de Roubaix en montant tout cela. Au bout d'1 an, ils avaient réfléchi. Alors je ne sais pas jusqu'à quel point, parce que ce n'est pas moi qui ai mené cette opération, mais sur ce que ça veut dire que le christianisme face à l'idolâtrie. Voilà, donc l'histoire pour nous aider à résoudre un certain nombre de problèmes aujourd'hui, à nous réconcilier. Je ne sais pas si elle peut, mais elle doit. Je veux dire, nous historiens, c'est notre tâche à nous, c'est notre responsabilité. Comment il faut enseigner l'histoire alors à tous les deux? Comment il faut l'enseigner aujourd'hui? D'abord, il faut l'enseigner tout court. Et il y en a qui le disent, certains disent, l'histoire pourrait devenir une option. Donc je crois que l'histoire est menacée, tout simplement. Et puis, si l'histoire est de moins en moins lue, de moins en moins crue aussi, elle risque dans 20-30 ans d'être considérée comme une discipline morte. Et moi, cette perspective m'angoisse et me révolte. Donc, dans mon activité d'enseignant, mais aussi dans mon activité de chercheur, d'écrivain, de citoyen, d'éditeur aussi, puisque j'ai la chance d'être éditeur au Seuil. Bref, dans toutes ces activités, j'essaie de lutter contre cette évolution un peu délétère qui fait que les sciences sociales sont en train de se réduire dans la cité. Et quand je dis les sciences sociales, encore une fois, je ne parle pas en tant qu'historien, je parle en tant qu'un des représentants de l'histoire, de la sociologie, de l'anthropologie, etc. On a besoin des sciences sociales aujourd'hui. Les récents attentats nous l'ont montré, la France dans la mondialisation, enfin bref, tout montre qu'on a besoin des sciences sociales aujourd'hui. Où sont-elles? Elles sont à l'université, elles sont à l'école, elles sont dans des livres. Encore faut-il que ces lieux, ces disciplines, ces livres vivent. Et alors, elles sont aussi, elles on sont l'a à vu la avec télévision, bien sûr. Frédéric Krivine, dans l'image, la télévision, etc. Et vous aimez l'image. Vous citez des séries, des films, des auteurs. Un russe, Sokorov, que je reconnais, connais pas beaucoup, mais je vais le connaître. Hein? Sokorov, oui. Vous le connaissez tous. Non, sauf un ou deux peut-être. Bon, ce qui me sauve. Mais en revanche, vous citez Zhang Yimou, le chinois, épouse et concubine, ça on le connaît, et vous l'intégrez parce qu'il sait raconter l'histoire de la Chine.
Parce que là, les Chinois, à travers le cinéma, nous envoient en pleine figure leur passé et souvent des discours sous-jacents qui ne sont pas extrêmement démocratiques. Moi, je suis persuadé qu'on peut aussi bien faire de l'histoire avec des images qu'avec du texte. La plupart de mes collègues ne sont pas d'accord avec ça. C'est pour ça que je pense que l'image, elle est fondamentale. Deuxièmement, aujourd'hui, nous sommes un monde d'écran partout. Donc, il faut non seulement utiliser l'image, mais il faut aussi comprendre ce que l'image peut nous apporter, qu'un texte écrit ne nous apporte pas. Parce qu'on ne peut pas tout dire avec des mots. Avec des images, on peut parfois, sur certains domaines, aller beaucoup plus loin. Ce qu'il y a, c'est qu'au-delà de texte et images, la distinction essentielle, c'est fiction et rapport au réel, quand même. L'image, c'est avant tout c'est un support de fiction. C'est comment la fiction, pour la plupart des périodes historiques. Donc la fiction, c'est une chance pour l'histoire, parce que ça permet d'avoir que des millions de gens le regardent et voient des situations soit imprégnées, touchées, mais c'est aussi un risque, parce que vous pouvez raconter n'importe quoi. Et l'écrivain, l'historien aussi, hein. sur le papier. Oui, mais sauf que le papier, il n'y a pas 4 millions de gens qui le regardent.